faut-il qu'il soit toujours plus gros? Jurassic World Dominion ou Jurassic World Le Monde d'après en français est sorti le mercredi 8 juin 2022 au cinéma en France. Celui-ci fait suite aux autres films de la trilogie Jurassic World sortis entre 2015 et 2018, ainsi que ceux de la trilogie Jurassic Park sortis entre 1993 et 2001. Ce film fut réalisé par Colin Trevorrow, écrit par lui-même avec l'aide de Emily Carmichael et Derek Connolly. La musique du film, dont celle que vous écoutez actuellement, ont été réalisées par Michael Giacchino. Ce Jurassic World 3 est un film de science-fiction de 146 minutes et produit aux États-Unis. Bien, maintenant que le film a été présenté, je vais pouvoir présenter le but de cette vidéo, car non, il ne s'agit pas d'une critique. Cette vidéo n'a pas pour but de donner mon avis personnel sur ce film, mais plus de répondre à certaines critiques que je considère comme invalides. Bien sûr, il s'agit d'une réponse calme et non pas de la provocation vers les gens qui les ont dites. Je respecte l'avis des autres et je ne le remets pas en question. Je veux juste remettre au clair certaines choses ayant été dites sur ce film. Cette vidéo est évidemment remplie de spoilers, donc si vous n'avez pas vu Jurassic World Dominion, je vous invite à ne pas regarder la suite de cette vidéo et attendre de l'avoir vue devant vos yeux pour revenir et exposer votre avis en commentaire et dire si vous êtes d'accord ou non avec moi. Sur ce, je souhaite une agréable journée aux gens qui vont quitter cette vidéo en attendant de voir le film et je souhaite un bon visionnage à ceux qui sont restés. Avant de parler de ce premier point, je tiens à dire que les critiques montrées dans ces vidéos m'ont été communiquées par des amis, à qui j'ai demandé les critiques qu'ils trouvaient le plus incorrectes sur ce film. Ces critiques ont été pour la plupart soit tirées de serveurs Discord où je suis présent, ou de vidéos que j'ai dû voir et revoir pour le bien de cette vidéo. Maintenant que tout est clair, nous pouvons commencer. Dans Jurassic World 3, nous sommes introduits à de nouvelles technologies que l'on n'avait pas vues avant dans les films de la saga. Dans celui-ci, nous avons l'introduction de puces permettant de contrôler les dinosaures à distance, dans le centre de contrôle de Biosyn, ainsi qu'un répulsif aérien pour éviter que les reptiles volants de la réserve ne s'attaquent aux avions et hélicoptères survolant la zone. Malgré le fait que je ne sois pas fan du concept des puces qui contrôlent les différentes espèces de la réserve, il ne faut pas dire pour autant que le film est trop futuriste. À vrai dire, la saga tout entière de Jurassic Park à Jurassic World Dominion pourrait être qualifiée de trop futuriste. Bah oui, personne dans notre monde n'a réussi à ramener à la vie un dinosaure comme ceux présentés dans les films. Personne n'a réussi à compléter le code génétique d'un quelconque dinosaure, même avec de l'ADN récolté dans l'ambre, et ça ne gêne personne depuis tous les films. Il faut se rendre à l'évidence que la saga Jurassic nous a toujours mis devant des technologies innovantes et en avant sur notre temps. Pour revenir aux puces, je ne suis pas dérangé de leur utilisation dans le film. Elles sont déjà bien mieux utilisées que dans la colo du Crétacé à mon sens. Ensuite, pour l'exemple du répulsif aérien, je ne peux que dire le fait que ça n'a rien de futuriste. Il existe déjà des systèmes de répulsifs aériens et je ne sais pas si c'est vraiment le fait qu'il y ait des répulsifs dans le film qui dérange ou juste que ceux-ci sont utilisés sur des reptiles volants comme les pteranodons ou les Quetzalcoatlus. D'ailleurs, nous allons pouvoir entamer le second point de cette vidéo grâce à la dernière espèce que je viens de citer. Dans ce nouveau Jurassic World, nous avons l'arrivée d'une flopée de nouveaux dinosaures et reptiles différents. Giganotosaures, Therizinosaures, Atrociraptor, Dimetrodon, Iguanodon, Morosintrepidus, Lystrosaure, Dreadnoughtus, Microceratus, Chiroraptor et enfin Quetzalcoatlus. Certaines critiques s'accordent à dire que leur temps d'apparition est ridicule et sont mal utilisés. Il est vrai que dans ce film, certains dinosaures ont des apparitions vraiment courtes, comme celle du Giganotosaure ou même de l'Iguanodon, en espérant que la version longue du film arrange ça. Mais certains dinosaures ont été décrits comme ayant des temps d'apparition vraiment courts, et cela dérange certains spectateurs, aussi bien fans de la saga que d'autres juste venus voir de nouveaux dinosaures, pour s'attacher à eux. Pour répondre à cette critique, je rappelle que les intrigues du film sont les sauterelles génétiquement modifiées de Biosyn qui vont créer une famine mondiale, et la recherche intensive de Owen et Claire pour retrouver Maisie et la petite Raptor Beta. Cette histoire, ce scénario ne permettait pas le développement de toutes les espèces du film malheureusement. Si l'intrigue du film tournait sur l'apparition de nouvelles espèces ne figurant pas sur la liste d'InGen, un peu partout dans le monde, et plus précisément en Europe, à proximité de la réserve de Biosyn, dans les Dolomites, nous aurions pu avoir un film qui se serait plus
centré sur les nouvelles espèces, comme devait être initialement Jurassic Park 3, avec ses espèces illégales. Mais ça sera le sujet d'une autre vidéo. Sauf que le film n'a pas d'intrigue tournant réellement sur ces nouvelles espèces, ne permettant pas de toutes leur donner un développement et des scènes assez longues pour qu'on s'en souvienne. Les deux espèces qui m'ont été données en exemple sont celles du Pyroraptor et du Quetzalcoatlus. En effet, le Quetzalcoatlus n'apparaît pas très souvent dans le film, mais cependant, il nous laisse avec une scène remplie d'action, avec le crash de l'avion de Kayla Watts dans les Dolomites, ce qui le rend tout de même plus mémorable que les Mamenchisaurus de The Lost World et le Ceratosaure de Jurassic Park 3. Pour le Pyroraptor, nous avons l'arrivée du premier droméosauridé à plumes de toute la saga. C'est une prouesse à ne pas oublier quand on le voit. Celui-ci possède aussi une faculté tout à fait nouvelle dans la saga, celle de nager. À ma connaissance, aucun autre dinosaure n'a cette faculté de nager, comme lui, à part si l'on compte le spinosaure de Jurassic Park 3, dont on ne voit que la voile dorsale dépasser de l'eau. Pour moi, malgré les apparitions courtes, ces deux espèces ne sont pas oubliables et peuvent marquer les esprits. Je vais utiliser un dernier argument pour ce point. Certaines personnes parlent négativement du film à cause du peu de temps accordé à certaines espèces, mais pourtant ce genre de problèmes ne sont pas reprochés au Dilophosaure de Jurassic Park, premier du nom, alors que son apparition est courte et est même la seule du film. Pourquoi reprocher ce problème au dernier Jurassic World alors que celui-ci perdure depuis le premier film Jurassic Park et d'autres exemples de dinosaures qui n'apparaissent qu'une fois et qui sont marquants, il en grouille des tas. Pour ce point, nous allons traiter de deux points de vue différents sur ce film. Dans le film, nous avons l'introduction de sauterelles génétiquement modifiées créées par Biosyn qui s'attaquent à des champs aux États-Unis quand ceux-ci n'ont pas été cultivés avec des produits de la ferme. Cette histoire de sauterelles n'a pas été très bien comprise par certains. D'autres trouvent cette histoire sans intérêt, et pour finir, certains trouvent que les sauterelles ont plus d'importance dans le film que les dinosaures. Nous allons traiter des deux derniers points cités, car le premier sera expliqué durant tout le long de cette réponse. Pour le premier point qui concerne l'intérêt des sauterelles dans l'intrigue, je vais commencer par la base et expliquer pourquoi elles sont importantes dans l'histoire. Les sauterelles géantes que l'on nous montre dans Jurassic World 3 sont des insectes génétiquement modifiés par l'entreprise Biosyn, qui est dirigée par Lewis Dawson, l'homme ayant payé Nedry pour le vol d'embryons en 1993. Ces sauterelles ont donc été relâchées aux États-Unis. Les plantations dans certaines régions se retrouvent être ravagées par ces insectes, sauf les plantations où des produits venant de la firme présentés plus tôt ont été utilisés. À cause de leurs gènes, celles-ci se multiplient de partout aux États-Unis et risquent de provoquer une famine en Amérique. Si l'on prend en compte que celles-ci pourraient se déplacer clandestinement de partout dans le monde à cause des transports aériens ou même juste encore à cause de Biosyn, alors cette famine deviendrait mondiale. Quel intérêt de créer une famine mondiale alors que l'on va tous être concernés, vous allez peut-être me dire. Eh bien, comme dit plus tôt, les insectes de chez Biosyn dévorent toutes les plantations n'ayant pas appliqué de produits venant de la firme. Par conséquent, de plus en plus de gens risqueraient de se tourner vers l'entreprise pour leur acheter des produits, ce qui bien évidemment enrichirait les poches de Biosyn, mais surtout de Dawson. Mais en plus, il gagnerait l'image de l'entreprise ayant sauvé le monde d'une famine mondiale, ce qui lui permettrait de pouvoir continuer la création d'espèces disparues dans son sanctuaire et d'en vendre sur le marché noir en toute discrétion. Personnellement, je pourrais arrêter mon explication ici. Cependant, je vais encore ajouter un point pour l'intérêt de ces sauterelles dans le film. Imaginons 2 secondes le même film, mais on enlève les sauterelles. Certains vont me dire que ça change rien au scénario. D'accord. Donc dans ce film, Alan Grant, Ellie Sattler et Ian Malcolm n'auraient aucun intérêt d'aller chez Biosyn, si ce n'est pour faire un retour dans la saga, rien de plus. Si vous enlevez les sauterelles, Lewis Dawson devient un antagoniste vraiment peu intéressant. Déjà qu'il manque cruellement de scènes dans le film, alors imaginez 2 secondes qu'il n'y ait plus l'histoire de sauterelles et ça devient l'antagoniste le plus oubliable de toute la saga et ça enlève tout le côté mystérieux de ces années qui se sont déroulées entre 1993 et 2022 où nous ne l'avons plus vu. Je pense ne pas aller plus loin dans mon explication sur l'intérêt des sauterelles dans le film, car ça me semble assez clair, que sans elles, il n'y a pas de film. Cette phrase me permet d'enchaîner sur le second point qui dit que les dinosaures sont au second plan dans le film par rapport aux sauterelles. Comme expliqué plus tôt encore une fois, les sauterelles sont au centre de l'intrigue et non pas les dinosaures. Alors oui, ça peut paraître paradoxal que dans un film de dinosaures que ceux-ci soient au second plan, mais si on remet un peu de contexte, on comprend pourquoi ils ne sont pas au premier plan. Dans la première intrigue, nous avons une famine mondiale qui risque de toucher le monde à cause des sauterelles géantes génétiquement modifiées par Biosyn. Et dans l'autre intrigue, nous avons la recherche intensive de Owen et Claire pour retrouver Maisie et Beta qui se sont fait enlever et emmener chez Biosyn pour être étudiés. Aucune intrigue n'est réellement centrée sur les dinosaures et j'ai justement une explication qui pourrait expliquer ce choix.
Les événements de Jurassic World Dominion se passent 4 ans après les événements de Jurassic World Fallen Kingdom. Donc, est-ce qu'entre-temps, la cohabitation avec les dinosaures ne s'est pas un peu tissée, faisant que les dinosaures ne sont plus au premier plan que quand ils étaient restreints aux îles de la Cinco Muertes, mais au second plan vu qu'ils font partie de notre quotidien? Cette mini-théorie pourrait être confirmée par le fait que vers la fin du film, nous voyons un enfant s'amuser en quelque sorte avec un Moros Intrepidus en arrière-plan derrière Grant et Sattler. C'est une théorie probable, mais à confirmer. Dans cette quatrième partie, nous allons parler d'un point qui fait pas mal débat depuis la fin de Jurassic World Fallen Kingdom et qui revient depuis la sortie de Jurassic World Dominion. Ce point est celui qui parle de l'expansion des dinosaures sur le continent et dans le monde entier. Certaines personnes disent que c'est impossible qu'une vingtaine d'individus ayant été rapatriés de Isla Nublar au manoir Lockwood puissent changer l'écosystème mondial. Déjà, grâce à ce dernier film, nous savons que l'équipe de Mills n'a pas été la seule à rapatrier des dinosaures sur le continent, mais aussi Biosyn. Cette information confirme que ce n'est pas qu'une vingtaine d'individus ayant vécu sur Nublar et Sorna qui sont en liberté dans le monde, mais bien plus. Certaines personnes vont me dire que celle-ci était probablement gardée dans le sanctuaire. Cependant, nous savons que Biosyn est aussi incriminé dans l'affaire de marché noir, ce qui fait qu'ils ont possiblement vendu des espèces partout où il y avait de potentiels acheteurs. En plus de Biosyn, nous savons que Manta Corp, une autre société que l'on rencontre dans la série Netflix La Colo du Crétacé, a aussi sauvé tout dinosaures et reptiles volants de Nublar, de l'explosion du mont Sibo. Malgré le fait qu'on ne sache pas ce que deviennent les dinosaures de l'île appartenant à Montacorp, il ne fait aucun doute que les espèces de l'île aient pu être vendues, transportées, volées, etc. Sachant que le gouvernement faisait confiance à Biosyn et que Biosyn collaborait avec Montacorp, avant sa dissolution, il est fort probable que Doxon se soit chargé de se faire de l'argent grâce aux espèces que possédait Montacorp en les revendant sur le marché noir. De plus, pour prouver que l'expansion des dinosaures sur le continent n'est pas absurde, il faut aussi rappeler que les dinosaures conçus par InGen peuvent toujours se reproduire en pleine nature et assurer une descendance digne de ce nom. Bien évidemment, j'imagine que certaines espèces ne seront pas assez nombreuses pour qu'elles puissent survivre sur plusieurs générations. Il y en aura juste assez pour qu'ils puissent remplir toutes les niches écologiques. Pour finir, je dirais que le site DinoTracker nous a montré une flopée de dinosaures différents qui n'ont pas été vus dans Jurassic World Fallen Kingdom ni dans Jurassic World Dominion, ou même dans la colo du Crétacé. L'exemple le plus connu étant celui des raptors de Jurassic Park 3, qui pour rappel vivaient sur Sorna et non pas Nublar. Selon moi, c'est une preuve suffisante pour montrer que l'expansion des dinosaures est logique et justifiée. Dans Jurassic World Dominion, le personnage de Maisie Lockwood est développé grâce à ses origines incertaines qui lui sont révélées par le Docteur Who, et sa crise existentielle qui va la mener à être enlevée par un groupe d'antagonistes payés et embauchés par Biosyn. Cette crise, cette évolution, n'est pas légitime pour certaines personnes ayant vu ce film. Nous allons revenir sur ce personnage et expliquer pourquoi tout cet arc narratif autour de Maisie est légitime dans le film. Petit rappel pour tout le monde. Maisie Lockwood apparaît pour la première fois dans Jurassic World Fallen Kingdom comme étant la petite fille de Benjamin Lockwood, et celle-ci est sous la responsabilité de Iris Carroll. Un homme s'occupe de réaliser le rêve de son grand-père, et cet homme n'est nul autre que Illy Mills. Le rêve de Benjamin Lockwood est de sauver les dinosaures de Isla Nublar qui sont sous la menace constante du mont Sibo, le volcan au centre de l'île qui menace d'exploser. Le vieil homme veut que l'équipe de Mills amène toutes les espèces qu'ils peuvent dans une île, un sanctuaire, où ceux-ci pourraient survivre. Dans ce film, nous découvrons à travers les yeux de Maisie que Mills n'a jamais eu pour intention de réaliser le rêve de son grand-père, mais seulement de vendre les espèces capturées sur Nublar pour s'enrichir sur le dos du vieux Lockwood. Ces découvertes finiront par la mener à découvrir les associés du corrompu nommé Mills, et notamment le Docteur Who, qui avait créé un nouvel hybride tout autant voire plus monstrueux que l'Indominus Rex, l'Indoraptor. Lors des événements de Jurassic World Fallen Kingdom, celle-ci découvrira que Mills a tué son grand-père en lui révélant ses plans au vieil homme qui a été trahi par l'homme en qui il avait confiance. Lors de ce film, elle découvrira par la même occasion qu'elle n'est pas comme tous les autres personnes, qu'on lui a menti sur son existence, car elle n'est nulle autre qu'une création, tout comme les dinosaures de Jurassic Park et World. Une fin bouleversante pour son personnage, en sachant que son existence n'a rien de naturel et qu'on lui a menti pendant toutes ces années. Dans Jurassic World Dominion, son existence est hypothétique pour certains, au vu des dires de la journaliste au début du film. Dans ce film, Maisie se sent enfermée, voire même cloîtrée chez elle à cause des contraintes que lui posent Owen et Claire, devenus ses parents adoptifs entre-temps.
Ces contraintes ne lui permettent pas de sortir plus loin qu'un périmètre désigné et de ne pas se montrer au grand public et de vivre une vie normale. N'obéissant plus à ses parents, elle finit malencontreusement par se faire enlever par un groupe d'individus ayant comme seule intention de la kidnapper avec la petite Beta. Elle se retrouve alors passée de main en main. Elle sera emmenée des États-Unis jusqu'à Malte par un transport aérien piloté par Kayla Watts. Elle sera ensuite remise à une femme travaillant dans le marché noir de dinosaures sur l'île, se nommant Soyona Santos. Finalement, Maisie sera amenée dans les Dolomites, dans le complexe de Biosyn, où elle sera d'abord prise en main par le Docteur Wu. C'est à partir de là que des critiques fusent sur elle. Effectivement, certaines personnes trouvent ça ingrat de sa part qu'elle décide de fuir le laboratoire où elle était retenue prisonnière, alors qu'elle pourrait sauver le monde. Sauf que, excusez-moi de vous rappeler qu'elle n'est pas venue au laboratoire de son plein gré, comme Ellie dans The Last of Us, premier du nom, mais qu'elle a été obligée, kidnappée. Généralement, quand tu te retrouves enlevé de l'endroit où tu vis de force, je pense que tu n'as pas spécialement envie de rester avec ces gens, même quand ils te disent que leurs intentions sont bonnes. De plus, elle se retrouve entre les mains du Docteur Wu, qui pour rappel a collaboré avec l'homme qui a tué son grand-père, et il est à l'origine de la création de l'Indoraptor, qui a failli pour rappel la bouffer si Owen et Blue n'étaient pas arrivés à temps. Même que celui-ci lui montre ses origines, qui était sa mère, et qu'il ne semble pas avoir de mauvaises intentions, comme il y a 4 ans, je doute fortement qu'on ait envie de rester avec lui une fois de plus. Voilà mon explication sur la légitimité de son évolution et de sa crise existentielle dans le film. Le combat de fin de Jurassic World Dominion fait débat dans la communauté, car selon certains, le combat est bâclé, et voire même pas assez long. Ce combat oppose le Giganotosaure, qui nous a été présenté et teasé comme un antagoniste, contre la T-Rex du premier film Jurassic Park et au Therizinosaure. Comme dit plus tôt, certaines personnes disent que ce combat est trop court à leur goût. Pour rappel, le combat Spinosaure versus T-Rex ne dure pas plus de 30 secondes. À préciser, je compte à partir du moment où le T-Rex hurle sur le Spinosaure jusqu'au moment où le Spinosauridé le lance au sol. Dans le combat Giganotosaure contre Therizinosaure et T-Rex, il y a littéralement 2 minutes 30 de combat. Je sais qu'une comparaison n'a pas lieu d'être vu que le film Jurassic Park 3 a eu pas mal de soucis durant sa création et que le combat aurait dû durer plus longtemps, etc. Mais je voudrais tout de même que les fans se mettent d'accord sur la définition du mot court. Comme expliqué dans l'introduction, Jurassic World Dominion est un film de science-fiction. En science-fiction, nous avons une part de faits scientifiques et faits réels, et dans fiction, nous avons l'imaginaire, la fantaisie. Bien évidemment, un film Jurassic Park scientifiquement correct serait d'un ennui total. Imaginez 2 secondes la scène dans les hautes herbes avec des dinosaures de la taille d'un coq essayer de décimer un groupe de chasseurs armés. C'en est ridicule. Mais malgré ça, il faut rappeler qu'un combat dans la nature ne dure pas une éternité. Et malgré le fait que Jurassic World Dominion soit un film de science-fiction, il faut garder à l'esprit qu'il ne faut pas enlever tout le côté scientifique du film. Maintenant, je sais aussi que certaines personnes ne vont pas prendre en compte l'argument de Jurassic Park 3 et Jurassic World Dominion, car certains critiquent les 2 combats, alors qu'il s'agit de 2 combats, films et contextes différents. Pour eux, je vais juste leur rappeler que le combat contre l'Indominus dure aussi 2 minutes 30, du moment où Rexy hurle sur l'Indominus Rex jusqu'au moment où l'hybride est emmené dans l'eau dans Jurassic World. Autre exemple, le combat de Jurassic Park premier du nom ne dure qu'1 minute 23. Donc, comme avec l'exemple du temps d'apparition des dinosaures dans le film, je demande encore une fois, pourquoi reprocher un problème au dernier film alors que celui-ci dure depuis le premier ? Dans cette avant-dernière partie, nous allons traiter rapidement du point des facilités scénaristiques du film. Nous allons notamment parler d'une facilité que le youtubeur Landry a révélée dans sa vidéo. Dans la scène d'action à Malte, Claire se dirige avec Kayla Watts vers un aéroport pour fuir l'île. Cependant, Owen n'est pas au courant qu'il faut se rendre à cet aéroport selon Landry, ce qui fait que Owen n'aurait jamais dû rejoindre l'aéroport vu qu'il n'était pas au courant de tout ça. Bon, vous vous doutez bien que si je parle de cette facilité scénaristique, c'est bien parce qu'elle n'existe pas dans cette scène. Dans le film, il y a clairement une scène où Claire dit à Owen de la rejoindre à l'aéroport où se trouvent Kayla et elle. Bien sûr qu'il existe des facilités scénaristiques, j'en suis conscient. D'ailleurs, j'en reparlerai en fin de vidéo. C'est juste que c'est loin d'être le gros problème de ce film. Des facilités dans le scénario, c'est sûr que dans les précédents films, il y en a eu probablement d'autres. Ce genre de critique, ça me fait répéter la question que j'ai posée avant. Pourquoi reprocher ce problème à ce film alors qu'il y en a eu avant ? Oui, oui, vous ne rêvez pas. Ce dernier point se nomme bien prendre les fans pour des cons.
Alors non, ce n'est pas une partie qui concerne une critique faite au film, mais je parle bien d'une chaîne en particulier qui prend les fans de Jurassic World Dominion pour des enfants de 6 ans. Alors, avant toute tentative de commentaire voulant m'expliquer le concept d'humour, je vais vous dire une chose. Je suis quelqu'un qui apprécie tout ce qui est à but humoristique, mais des fois je pense que l'humour utilisé dans la vidéo d'écran large, si on peut appeler ça ainsi, ne m'a pas fait rire. C'est un avis, et un avis ça se respecte. Donc laissez-moi dire que je n'ai pas l'impression que la personne ayant été chargée de cette vidéo ne s'est pas gênée pour montrer qu'il n'y avait aucune forme d'objectivité dans son avis. Parce que si ce n'est nous rappeler que selon eux, ce film n'était rien de plus qu'une réécriture de Jurassic Park, avec des arguments douteux, presque à la limite de l'invalide, et en nous rappelant que ce film était selon eux un étron, honnêtement j'ai dû voir la vidéo une bonne dizaine de fois pour avoir quelques idées pour ma vidéo. En sachant que je ne pouvais pas toutes les traiter dans une seule vidéo, puisque des critiques sur Jurassic World Dominion, il y en a des tas. Mais à chaque fois que je finissais de regarder cette vidéo précisément, j'étais comme ça derrière mon écran. Ma conclusion de cette vidéo sur Jurassic World Dominion va tout d'abord commencer par mon avis personnel sur ce film qui est complètement subjectif. J'ai fortement apprécié le troisième volet de la trilogie Jurassic World. Il s'agit d'un bon divertissement avec un scénario qui change de ce qu'on a l'habitude de voir dans la saga. Jamais le sujet d'une famine mondiale orchestrée par une société criant des dinosaures dans le dos des gouvernements du monde n'avait été imaginé avant ce film. Comme tous les films, celui-ci possède des problèmes qui font qu'il ne se hisse pas plus haut que le chef-d'œuvre Jurassic Park, sorti en 1993. Mais je pense que celui-ci ne mérite pas toute la haine qui s'est reçue. Depuis la sortie de Jurassic World, premier du nom, j'ai l'impression que les spectateurs et les critiques sont injustement durs envers cette saga, qui suit la continuité de la première trilogie. Je ne sais pas s'il s'agit d'un acharnement envers ces films ou juste un désintérêt du public envers ce genre, mais je ne supporte pas les critiques d'aujourd'hui. Je donne un exemple personnel, mais en cherchant des critiques, j'ai trouvé plusieurs miniatures de vidéos qui sont des critiques du film. Et rien qu'en regardant la miniature, on savait déjà ce que la personne à l'intérieur en pensait. Second exemple, j'ai vu des gens sur Twitter parler mal du film dès sa sortie. Dès qu'ils sont sortis du cinéma, même des fois certains qui ont soi-disant quitté la salle avant la fin. Ce genre de propos ou de choses pourrait dégoûter quelqu'un d'aller voir le film, et je sais pas si c'est le but visé, mais si c'est le cas, je trouve pas ça très intelligent de votre part. Pour revenir au film, je dois avouer que certains défauts sont à déplorer. Je reviens sur la facilité scénaristique sur plusieurs sujets, mais par exemple dans la scène où la voiture où se trouvent Malcolm, Grant, Sattler et Maisie se retournent, ceux-ci se retrouvent juste à côté du lieu où Owen, Claire et Kayla se trouvaient. Autre point négatif sur ce film, c'est la scène de mort de Dodgson. Car malgré le fait que j'ai aimé la référence à la mort de Nedry, fait dans cette scène, est-ce qu'un réalisateur aurait l'amabilité de m'expliquer comment les dilophosaures se sont retrouvés dans l'hyperloop, alors que la seule espèce qui vivait, à première vue, était un groupe de dimétrodons cachés dans une ancienne mine d'ambre. Je vais encore en citer quelques-unes pour vous montrer que mon avis n'a rien de biaisé. En point négatif, nous avons la sous-utilisation du Giganotosaure cité en début de vidéo, un film qui se voulait être et qui se présentait comme une conclusion tout sauf à l'écran. Une version longue qui aurait dû être publiée directement au cinéma, un manque de mort marquante, même s'il s'agit d'un problème déjà présent depuis le premier Jurassic World, j'en conviens. Les motivations de Dodgson, qui malgré théorisées dans ma vidéo, ne sont peut-être pas celles dans le film, etc. Ce film n'est pas exempté de problèmes, comme j'ai pu vous le montrer à l'instant. Personnellement, j'ai vraiment apprécié ce film, mais selon moi, le meilleur moyen de se faire un avis sur un film, ce n'est pas de regarder une critique en parlant, mais c'est d'aller le voir.